Oui, je passe mon micro à Claude Magnier. Alors, racontez-nous un petit peu votre nouvelle, parce qu'elle est assez particulière. Eh ben, en fait, contrairement à Katie, elle n'était pas directement écrite avant, mais presque, puisque l'idée centrale préexistait en tant que scénario de très court métrage que j'avais écrit il y a quelques années et qui finalement n'avait jamais vu le jour. Donc cette idée est restée présente au fond d'un tiroir. Et quand j'ai reçu l'appel de Pertuis Magie, en fait, tout d'un coup, j'ai compris qui étaient les deux personnages centraux de l'histoire, qui au début dans le scénario étaient d'obscurs inconnus qui jouent aux cartes sur une table de bistrot avec des effets spéciaux. Et donc dans le scénario, je ne savais pas qui c'est, et grâce à Malpertuis, j'ai compris qui c'était maintenant. Qui joue à la bataille. Oui. Mais tout bêtement. À chaque pli, il se passe quelque chose d'assez particulier. Ah ben, effectivement, ce sont des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux et qui ont un certain ressenti, on va dire, envers la race humaine et qui essaient de lui poser quelques problèmes. De lui nuire, on peut le dire comme ça. Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, le résumer comme ça. Et donc à chaque pli, c'est celui qui gagne aussi le droit de nuire. Avec des nuisances particulières, puisque finalement, elles ne se contentent pas de viser un individu, elles ont des retombées. L'idée, c'est que comme ces gens ont effectivement des pouvoirs, mais n'en ont plus tant que ça, finalement, il faut réussir à viser la bonne personne, et en nuisant à la bonne personne, on nuit au plus de monde possible. C'était stratégique, en fait. Voilà cette partie de bataille très particulière à découvrir, qui est la deuxième nouvelle de cette anthologie. Puisqu'on est de ce côté-là, on va continuer. Qui avons-nous encore parmi vous? Christian, alors attendez, vous savez votre nouvelle, voilà, c'est le démon en combat, qui est une nouvelle très courte. C'est une nouvelle très courte, mais c'est vraiment pour l'anthologie. En fait, je savais que les autres allaient écrire des textes plutôt sérieux, et je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui soit à la fois sérieux et à la fois avec une chute un peu particulière. Et voilà, puis c'est venu assez rapidement. J'écris beaucoup au feeling. Si l'inspiration vient, c'est pas assez vite. Mais d'ailleurs, la brièveté de la nouvelle s'explique quand on la lit, parce que finalement, il n'y a pas tellement de développement à avoir, il suffit... C'est une situation, oui. Oui, voilà, c'est ça, c'est un vrai comique de situation. Voilà, c'est vraiment ça. Pour juste planter un peu le décor, on est avec quelqu'un qui invoque des démons. Voilà, c'est un sorcier qui veut être simplement le maître du monde, comme tous les sorciers, on va dire. Et il n'a pas hésité à trouver son maître, etc. Donc il prépare tout pour faire venir une méchante créature, pour prendre ses pouvoirs, c'est moi. Ça va pas se passer comme il avait Je pense prévu. pas à tout. C'est très cartoonesque, j'ai trouvé. C'est un peu ça, oui. Il y a un peu de ça. Oui, perso, ça m'a pas mal rappelé tout ce qu'on trouvait dans les vieux Bartel, des choses comme ça, les nouvelles à chute, comme le faisait bien Robert Bloch ou des gens comme ça. Puis bon, comme vous dites, pas trop de développement, mais souvent une nouvelle, c'est ça, quoi, ça met sur une idée. Il suffit d'avoir une bonne idée et de bien la traiter. Avoir ni trop long, ni trop court, ni... Et c'est vrai que justement c'est ça qui est reposant par rapport au roman. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je le vois, et quelques autres aussi en discutant avec des collègues. Mais dans la construction, c'est forcément totalement différent. Du fait de la brièveté, en tout cas. Bah oui. C'est même le challenge, parce qu'on peut mettre des choses à lire en travers les lignes qui peuvent juste passer, mais qui peuvent être de la substantifique moelle, comme disait Rabelais. On dirait même juste dire que c'est plus dur de faire une nouvelle que de faire un roman. Parce que la nouvelle, je veux dire, ça respecte justement un rythme bien particulier. Comme il dit, la brièveté, le fait qu'on puisse plonger tout de suite dans l'histoire, que la chute soit compréhensible. Alors qu'un roman, dans le temps, on peut passer des pages et des pages à raconter des histoires, des péripéties. Il y a de la digression. Voilà. La nouvelle est vraiment ciblée. On va finir de ce côté-là. Oui. Vous pouvez vous présenter? Ouais, donc Jacques Fuente-Alba, je suis l'auteur de la nouvelle qui s'appelle Deuil dans
cette anthologie-là. Donc c'est une nouvelle qui se déroule dans l'univers de Retour à Salem, un roman qui a été publié chez Asgard Media. Il y a 2 tomes, il est sorti le premier tome. Et en fait, l'écriture du texte est faite sur une succession de refus d'éditeurs qui me dit « Ah non, pas ce texte-là, il est bien, mais il m'en faut un autre, pas celui-là », parce que c'était des textes qui ne rentraient pas assez dans le cadre de l'anthologie. Du coup, je me suis dit « Bon, je vais lui raconter l'histoire d'un sorcier de Salem, il ne pourra pas me dire que c'est hors contexte. » Et c'est un sorcier amoureux. C'est un sorcier amoureux. Avec toutes les contradictions que ça peut avoir, sachant que c'est un sataniste, que c'est vraiment une saloperie de première, mais il est touchant. Par certains côtés, ouais, je pense. J'ai voulu le faire touchant. C'est plus la manière finalement dont il essaye de résoudre son problème, qui est de retrouver son épouse défunte, on peut le dire, c'est le point de départ, qui finalement montre ses mauvais côtés, ses côtés sombres. C'est ça en fait. C'est une idée qui me travaille énormément dans beaucoup de mes textes, de la confrontation à la mort et comment on arrive à surpasser la mort, qui est un thème vraiment ancré dans la littérature fantastique et dans la littérature mondiale, parce que Gilgamesh, c'est ça en fait, c'est la base de ça. Et c'est jusqu'à quel point on est prêt à faire des saloperies pour obtenir ce qu'on veut. Mais il y a quand même de la conscience dans la nouvelle, sauf qu'elle vient pas de lui, la conscience. De la conscience ? Oui. Une certaine forme de conscience. Il se rend compte quand même que son comportement est profondément malsain et contre nature, mais c'est peut-être elle qui a la conscience. Jusqu'à un certain point, il y a de ça aussi. Et en fait, le personnage, c'est aussi tout ce qu'il projette dans le personnage. L'idée de faire juste une histoire de zombies, pour moi, ça ne m'intéressait pas en fait. C'était vraiment toucher à la dimension du fantasme, du rêve, soulever un peu le voile de l'inconscient, de tout ce qui est. C'est un peu le mythe de Frankenstein aussi. Un peu, mais c'est plus pour moi, c'était vraiment quelque chose qui soit tourné vers l'onirisme, tout en ayant un côté assez corps. Passage signale qui est aussi le cortège des fous de Jacques, qui est paru Pavilléou chez Malpertuis. Bernard Lenetti, oui. Vous êtes dans l'actualité parce que vous avez réussi à nous faire une nouvelle sur la neige. Sur la neige, vous êtes encore pile poil avec la météo. Il neigeait pas à l'époque où je l'ai faite. Mais la mienne est noire, donc il y a un petit problème quand même. En fait, c'est une variation sur le thème, le Père Noël est une ordure. C'est bien connu. Et je conseille à tous les gens de murer leur cheminée, de se mettre au radiateur électrique. Parce que l'idée c'est ça, c'est on est un peu au milieu de nulle part, avec des personnes très riches qui viennent s'installer. Oui, parce que c'est très tendance maintenant, de redevenir château. Il reste pas longtemps en fait. Oui, on s'en rend compte. Mais sauf que la perte. Sauf que le Parisien, dans son côté image d'Épinal. Pourquoi le Parisien? Parce qu'en l'occurrence, ce sont des personnages qui sont parisiens, mais il a dans son image d'Épinal que sa maison de campagne ne peut qu'avoir une cheminée finalement, alors qu'il aurait très bien pu la laisser. Oui, je pense, oui. Habituellement c'est ça. Sans cheminée, c'est pas une maison de campagne. Sauf que là, il fallait pas le faire. Allez, il fallait pas le faire. Mais ils n'ont pas lu ma nouvelle, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et cette neige noire, justement, il y a quelque chose à la fois d'onirique et en même temps il y a quelque chose de très dur dans notre nouvelle, très violente. Si on voit rien. C'est la cheminée, quoi. C'est une cheminée qui pense donc qui suit. Je l'avais préparé quand même. Je m'incline. On continue. Avec Julie Conseil, c'est l'oiseau bleu-noir, oui. Vous pouvez nous planter un petit peu le décor de cet oiseau bleu-noir? C'est une nouvelle qui a été écrite spécialement en Pertuis, qui n'existait pas, qui n'a pas été recyclée. Donc c'est juste cette anthologie. Il n'y a pas de métaphysique ni de gore, c'est simplement du vieux fantastique léger à vocation stricte. Donc un congrès de magie avec un concours des meilleurs numéros. Et des numéros. Alors il y a des numéros très classiques, on va dire, de ce qu'on voit aujourd'hui, même parfois à la télévision. Oui, il y en a un qui est recyclé de Garcimore. Mais les cartes qui apparaissent dans les pamplemousses. Oui, c'est ça, exactement, mais c'est pas celui-là qui gagne. Non, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus intrigants. Oui, donc il y a l'encou et un immortel qui se disputent Victor Justo. Qui arrivent à égalité, qui doivent être départagés par un barrage, et c'est l'encou qui gagne. Et
Et là, il y a l'histoire personnelle du meneur de jeu, entre guillemets, hein, qui va intervenir. En Lankou, quelqu'un qui l'a vu toute sa petite enfance et avec qui il avait un compte à régler. Et je vais pas tout raconter. Non, effectivement. Là encore, c'est un univers finalement assez concret, assez presque banal finalement. Ça pourrait être un dimanche après-midi dans une salle des fêtes, un peu n'importe où. Absolument. Je laisse au lecteur décider si c'est vraiment fantastique ou si en fait il se passe rien du tout. Ce qui est aussi tout à fait possible, la lecture de la nouvelle. Bon, si quand même, oui. Un petit quelque chose. Oui, quand même, un petit peu. Merci beaucoup. Antenne Haute-Corne. Haute-Corne. Oui, Haute-Corne, pardon, excusez-moi. On s'est fatigué, moi, vous nous faites danser. Oui, alors par contre, je vais devoir composer avec le petit filet de voix très ténu qu'il me reste pour tout le week-end. Vous m'excuserez par avance. J'espère. Donc en fait, le Butoh atomique, c'est parti avant tout de la découverte du Butoh dans le cadre de Trax sur Arte. J'avais été très ému par cette danse. C'est une danse japonaise. Danse japonaise, exactement. Alors, plusieurs origines, je vais faire bref, à la fois en raison de ma voix et de votre temps, je ne fais pas abuser. Donc, double influence, si je puis dire, désastre de Nagasaki, d'Hiroshima, fort traumatisme de la Seconde Guerre mondiale,